Mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, très très heureux de revenir pour vous parler de boxe. On a beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé de foot. La Coupe d'Afrique des Nations était fabuleuse. Merci de m'avoir suivi. Vous êtes des centaines de milliers. C'est fantastique. Abdel Kissi, j'avais dit on parlerait de boxe, donc il t'attendait. Bonjour tout le monde. De nouveau, ravi de vous revoir et d'être de nouveau avec toi. Ben voilà. Bon, alors, on n'est pas venu vous parler de choses inutiles avant parce que ça ne sert à pas grand-chose si on n'est pas tout près de l'événement. Là, tout près. Puisque le 8 mars, eh bien, c'est de nouveau le champion Francis Ngannou qui va risquer un combat absolument extraordinaire avec Joshua. Joshua, c'est Je un pense que boxeur celui merveilleux. qui va risquer, ouais. c'est Joshua qui risque. Francis a tout à gagner. C'est Joshua qui doit vraiment tout faire pour gagner ce combat. Ouais, je voulais un petit peu Me tatiller. te titiller. Parce que c'est vrai, puisque Fury a risqué la correctionnelle, il a risqué carrément de se retrouver, il s'est retrouvé au tapis, mais pas, heureusement pour lui, à plus de 3, 4. Il s'est levé à combien? Il s'est levé très vite, hein, je pense. Non, il a attendu, il a pris son temps. Il a pris son temps, mais il n'était pas groggy, il était bon. Voilà, il a pris son temps de réfléchir. Et il s'est dit, bien sûr. aïe, il frappe dur, Francis Ngannou. Ouais. Alors, puisque Francis Ngannou frappe dur, maintenant Joshua le sait. C'est un avantage énorme que de savoir qu'il frappe dur. Tout le monde le savait, mais là, il l'a vu de ses yeux. C'est-à-dire que maintenant, Ngannou ne peut plus compter sur la surprise. Non. C'est un point très fort qu'il avait vis-à-vis de Tyson Fury. Ouais. Et dès qu'il l'a touché, Tyson Fury a compris au premier round qu'il avait affaire à toute autre chose que ce qu'il croyait. Il s'était préparé d'une manière qui n'était pas vraiment à 100%. Par contre, ici, Joshua n'a aucune excuse. Il connaît le gars, il connaît son déplacement, sa façon de frapper. Et on va en venir à la technique qu'il a employée. Abdel, on va venir évidemment. C'est pour ça que Ken, on l'appelle Ken, hein, même si évidemment c'est Bob, mais on l'appelle Ken, on fait quand même encore un petit peu ce qu'on veut chez nous. Bien sûr. Voilà. Alors, Abdel, tu vas montrer après les coups à donner, les coups à asséner, soit l'un, soit l'autre. Je rappelle quand même qu'Abdel a été champion poids lourd en Belgique, il a quand même 45 combats amateurs, presque 10 combats en pro, et il a combattu avec des boxeurs fantastiques. Notamment la médaille d'or olympique Francesco Damiani, qui avait été battu par Biggs en finale, donc pas n'importe qui. Et quand on a combattu ces boxeurs-là qui font mal, on sait aussi un seul coup chez les lourds, et c'est ça qui fait la différence avec les autres catégories, un seul coup chez les lourds, ça règle un combat. Bien sûr, et ce qui est important à savoir, c'est quand tu fais du coaching pendant 40 ans, c'est là où tu apprends énormément, parce que le fait de faire du coaching, ce que j'ai fait, depuis 40 ans maintenant, un peu plus, j'ai rencontré énormément de genres différents. C'est pour ça que tu peux te permettre de penser qu'un tel doit pas travailler de telle manière plutôt que de telle manière. Un grand ne doit pas boxer systématiquement comme un petit. Il doit travailler comme un grand il est. Chacun doit travailler avec le potentiel qu'il a. En même temps, tu rentres dans la psychologie du boxeur. Absolument. Tu sens là où il se sent à l'aise. Tu sens aussi là où il n'ose pas aller, mais il pourrait aller. Donc tu es aussi celui qui, comme tout bon coach, doit dire à son boxeur, tu sais, tu ne fais pas ça parce que tu penses ne pas pouvoir le faire, mais je vais t'apprendre à le faire. Ben oui. Il connaît, le coach a tellement vu comme on dit, de styles différents, de physiques différents. Il sait plus ou moins sur lequel tu vas t'adapter de la meilleure façon. Ngannou, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait avec Fury? Il a travaillé calmement, c'est ce qu'on avait dit qu'il devait faire, calmement, en fonctionnant en quinconce, si tu te souviens, c'était un peu aller à gauche, un peu à droite et doucement. Ne jamais se lancer sur un grand, parce qu'il allonge son poing, il te tient. Donc il faut rentrer en dessous de la garde, évidemment. Il faut rentrer en dessous. Comment? Soit en travaillant vers le côté et directement remettre le coup, ce que fait Ngannou. Dès que son adversaire a frappé, lui, même en MMA, il faisait ça. J'ai toujours vérifié, j'ai bien vérifié ses combats maintenant depuis qu'il est arrivé là. On le frappe, il passe sur le côté, il frappe directement, c'est instantané. On va le montrer tout à l'heure. Ouais. Ce sont des contres instantanés, c'est-à-dire esquive ou parade, ou blocage, coup. Esquive, frapper. Esquive, remisé. Bloqué, remisé. Paré, remisé. Sur place. C'est à la fraction de seconde. Et ça, Ngannou sait bien faire. Et là, nous avons affaire à un combat
hyper intéressant. Alors, est-ce que d'abord, il compte pour du beurre, comme on dit? Est-ce qu'il y a quelque chose en jeu? Puisque la première fois, c'était une démonstration, non, mais c'était un combat qui n'était pas repris pour une quelconque... Non, exactement. Ici, oui. Oui. Ici, dans ce combat, il y a un énorme enjeu pour les deux, parce qu'on est en train de dire, d'après les informations que j'ai eues, que le gagnant va rencontrer le gagnant entre Fury et Usyk. Et là, il y a les ceintures en jeu. Toutes les ceintures sont là. Donc, tu viens de me dire, comme tu viens de dire à tous ceux qui nous regardent, qu'en 3 combats, Ngannou pourrait se retrouver champion du monde. Mais c'est dingue. Ouais. Ce combat-là, ce garçon... Ça défie tout. Ce garçon-là, on ne l'oubliera pas, même dans, je crois, 50 ou 60 ans. Il a fait quelque chose qui est complètement miraculeux. Ngannou, ce qu'il a fait là, non seulement, surtout aussi, ce qu'il a fait pour partir de chez lui, arriver. Il est né en quelle année? En 86. En quelle année il a commencé son combat? En 2008, je pense, si je me souviens bien. En tout cas, vers les années, même plus tard. En MMA, tu veux dire? En MMA. Il a commencé, il avait 26 ans. Enfin, soit, il avait 26 ans. À mon avis, c'est 2014-2015. Non, un peu plus tôt. Un petit peu plus tôt. Et là, le gars, il arrive en retard. N'importe qui termine une carrière à 26 ans. Lui, il la commence. Et en 3 ans, il est champion déjà à l'UFC. Ouais. Et en 2023, il quitte l'UFC. Il se retrouve dans la boxe avec qui? Avec Tyson Fury. Mais c'est la folie. C'est la folie, mais ça, il faut laisser un petit peu au business aussi. Le show business est capable comme ça de ne pas prendre les escaliers, mais de prendre l'ascenseur. Et les ascenseurs qui font du 5 mètres secondes peuvent vous amener d'une façon artificielle, parfois très très haut. Alors, est-ce que réellement Ngannou a les compétences d'être champion du monde de boxe anglaise? Ça, c'est quelque chose encore qui fait douter énormément les fans de boxe, parce que c'est vrai qu'on se dit, alors on est passé à côté d'une carrière extraordinaire, il aurait mieux fait de commencer il y a 10 ans, et on aurait peut-être eu un des plus grands champions de boxe anglaise des poids lourds de tous les temps. Le fait qu'il ait commencé très tard le mène dans une espèce de scénario, en effet, show business sportif, qui plaît énormément aujourd'hui, parce que c'est vrai, on a tous adhéré à ce combat qui a montré les capacités incroyables de Francis, et aussi les limites peut-être de grands boxeurs qui ne sont peut-être pas à la hauteur des grandissimes boxeurs d'avant, Tyson par exemple. Est-ce que Joshua a la mâchoire fragile? Parce que, bon, on se moque un petit peu de sa mâchoire, et Ngannou est le premier à lui faire savoir qu'il va la tester. Est-ce que réellement, Joshua, très beau boxeur, mais qui a quand même quelques défaites à son passif, est-ce qu'il a une mâchoire fragile? Et qu'est-ce que c'est, Abdel, une mâchoire fragile? D'abord, en répondant à la première question, est-ce qu'il a une mâchoire fragile? Il est tombé face à Klitschko. Ouais. D'accord? Ouais. Il est tombé avec Klitschko. Il s'est relevé et il a gagné par KO. Il est tombé face à Ruiz, Andy Ruiz. Il est tombé, il s'est relevé, après l'avoir mis à terre lui, et il l'a combattu, il est retombé, je crois, 2 fois de suite. 2 fois. Ruiz est un frappeur extraordinaire. Très rapide. Très fort. Mais c'est la frappe, le punch. Lui, il a le punch. On expliquera tout de suite qu'est-ce que la différence entre un coup lourd et un coup punch. Il est là, il est debout. Il a une 30aine de combats, il a plein de victoires. Il a pratiquement toutes des victoires. Je crois qu'il a perdu 3 fois, les 2 fois avec Usyk, 1 fois avec Andy Ruiz. C'est tout. Donc, ce qui veut dire que le gars, il ne faut pas commencer à dire « je ne pense pas, je ne crois pas, il a la mâchoire fragile ». Voilà, il aurait tout est relatif, bien sûr. Mais... Les poids lourds frappent fort. Et un coup de Ngannou, tu as la mâchoire fragile ou pas, tu vas par terre. D'accord? La question, on peut la poser à Tyson Fury. Fury est tombé, mais il s'est relevé. Et il est tombé avec un demi-coup, quelque part. Même. Oui. C'est même pas un coup porté à toute puissance, d'une façon très nette. Il est arrivé un peu affaibli, je dirais. Et heureusement, en effet, pour Fury, parce que sinon, il ne se serait probablement pas relevé. Est-ce que, si je te mets les gants, Abdel, tu peux nous montrer l'ABC de ce que doit faire, évidemment, comme il l'a déjà fait Ngannou, mais aussi ce que Joshua doit faire. Est-ce que tu as quelque chose? Si j'étais le coach de l'un et puis de l'autre, je leur dirais exactement ce que je vais vous dire maintenant, et on le montrera un petit peu sur notre canne ici. Si tu veux, je vais chercher tes gants. Oui, tu peux, bien sûr. Merci, coach. Attends, en tout cas, Ngannou
doit boxer comme il a boxé avec Tyson. Sans essayer de se précipiter, sans vouloir chercher le chaos, parce que je pense que Joshua frappe plus fort que Tyson Fury. Ses coups sont plus dangereux. Et Joshua est un homme averti. Un homme averti en vaut 2. On vaut au moins 2. Au moins 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a attention à Ngannou. Comment il doit boxer? Il doit boxer exactement comme vous avez vu, comme ceci. Toujours parer les coups. Il y a 1m98, 1m98 pour Joshua et 1m93, 1m93 pour... Donc l'allonge, ça va parce qu'il a une grande allonge. Il a une énorme allonge, notre ami... D'ailleurs, on l'a vu avec Tyson. À chaque fois qu'il bougeait, hop, il était à la longueur. Il ne devait pas s'approcher très fort, d'ailleurs. Alors, ce que l'on a, moi, j'aimerais bien vous montrer... Vraiment, essayer de comprendre une chose. C'est parer le coup. Donc, l'adversaire frappe, il part le coup, il le part, et il doit rentrer directement avec un coup. S'il part, là, directement. Ou, la même chose, s'il part ici, s'il part là, il descend, et il doit frapper directement. Comment? Là, bam, il y va, avec un crochet. Il doit profiter de ce punch. Il doit se mettre en garde, faire attention, avancer doucement sur l'adversaire, doucement, essayer d'aller sur un côté, de l'autre, toujours désaxé. Et en même temps qu'il bouge, il frappe. Je vous montre un aperçu. Il frappe. S'il va de l'autre côté, il frappe en bas ou en haut. Le corps, c'est mieux parce qu'il va le descendre. Il va lui faire beaucoup de mal. Il va lui descendre la garde. Alors, ça fait ça. Directement. Là aussi. Ou bien, tu vois, il a esquivé, il a frappé. Puis, il peut doubler le coup. Hein. S'il fait 2, la même chose. Hop, là, et il part. 1, ici, il remonte là, et il vient toujours avec son corps. Ça va être la force de Ngannou. Quant à Joshua, il a un grand dilemme, il a un grand problème. Son problème, c'est qu'il se met toujours à la hauteur technique de l'autre. On l'a vu avec Usyk. Au lieu de continuer à boxer comme un grand, comme il est grand, non, il se mettait à la taille d'Usyk et il essayait de faire des combinaisons à la Usyk. Ça, c'est l'orgueil. Je fais aussi bien que toi, je vais te montrer. Non, fais ta boxe. Tu dois faire ta boxe, ta façon de boxer. Comment il fait? Des longs gauches, des longs jabs, ils sont très très bons chez lui. Là, juste, simplement des jabs bien, et là, il double. En haut, en bas. Pourquoi pas en haut les deux? Il peut le faire, mais pas tout de suite. Bang, bang, ça on le fait quand on a déséquilibré l'adversaire. Il faut lui faire varier le coup. Comme ça, le prochain, quand tu es dans le gauche-droite, à ce moment-là, il est vraiment déstabilisé. Donc là, lui, rester à distance. Là, frapper, remonter, descendre, remonter. Et ça va être la force de Joshua. Et s'il fait ça, ça va être très dur pour Ngannou. Et chaque fois, il avance légèrement, comme il a fait avec Wallin. Wallin, reviens coach. Wallin... On va déplacer Ken. Tu sais, c'est 120 kilos la bestiole, hein, donc... Voilà. Et c'est vrai que c'est 120 kilos. C'est 120 kilos... Avec Wallin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exactement fait ce qu'il fallait. Il le touchait, mais il ne se précipitait pas dessus. Alors, il y a un truc qui m'étonne. Quand tu dis c'est l'orgueil, Joshua n'a plus rien à prouver. Ngannou non plus. Ils ont tous les deux prouvé ce qu'il fallait prouver. Pour quelle raison un boxeur tombe dans le piège de boxer comme il ne doit pas boxer? Un petit peu, justement, comme s'il voulait montrer qu'il peut gagner de toutes les façons, même à la façon de son adversaire. Et ça, c'est un péché vraiment d'orgueil. C'est l'orgueil de quelqu'un qui n'est pas encore à 100% sûr de sa boxe. Tu ne vas jamais demander à Mohamed Ali, à l'époque, de boxer comme Frazier. S'il boxe avec Frazier, tu verras Ali en étant Ali. Il a boxé Norton, c'est un autre type de boxeur. Il a eu sa boxe. Il a eu Foreman, c'est encore un autre type. Il a adapté sa boxe. Mais il ne fait pas comme l'autre. Usyk est arrivé avec une boxe très...
Bah, il est arrivé avec une boxe du de poids lourd léger. Tu vois, il est là. Ça veut dire, voilà, c'est joli, c'est beau à voir, c'est technique. C'est très soviétique, des années soviétiques, donc de l'époque de la Russie, lorsqu'elle était encore l'Union soviétique, tu avais toujours toujours ce gauche-là qui venait devant le visage, tu vois. Et ça, il a dit, je vais te montrer que je sais aussi faire ça. Ouais, ça, tu ne dois pas tomber là-dessus. Non, donc il le sait maintenant. Il sait qu'il ne doit pas jouer avec Ngannou, avec par exemple la force brutale et mettre en avant qu'il a lui aussi la puissance physique pour descendre d'un seul coup. Parce que Joshua est un très beau boxeur. Pas pour Ngannou. C'est peut-être le plus beau boxeur d'ailleurs, pour l'instant. Pour moi, personnellement, c'est celui qui donne un plus bel aspect de la boxe anglaise. C'est pas Tyson Fury en tout cas. Et en tant que poids lourd, je pense qu'il est mieux représentable. Il représente mieux la boxe en tant que poids lourd qu'un Wilder. Pour moi, sa boxe n'est pas terrible. Que les Klitschko ou que Usyk. Usyk, je le vois très bien en poids mi-lourd, mais en poids lourd. C'est un poids mi-lourd. Ouais. Enfin, c'était un poids lourd léger, donc il a... Un lourd léger. Un lourd léger, mais pour quelle raison ils arrivent tout en haut? C'est clair que ça paye beaucoup mieux quand on est dans la catégorie des supérieurs. Pour lui, il prend les titres des catégories supérieures. Absolument. Alors Abdel, je pense qu'on va revenir pour parler de ce combat, parce que c'est clair qu'on n'a pas tout dit maintenant, mais on a déjà quand même montré des choses que d'autres ne vous montrent pas. On voit que tu as fait du cinéma. Attila, il faisait peur, hein? Ah oui. Il fait peur. Oui, on a fait ça, ça a été un très beau moment. Hein. Ça a été Attila en 89, le Mongol en 95, en 95, The Big Arab en 2000, et puis d'autres films européens moins connus. Ouais, mais bientôt aussi un film que tu es en train de préparer. Abdelkissi, on se retrouve très vite. Encore un mot sur Joshua. Ouais. Alors, Joshua, anglais? Anglais bah oui, anglais. Mais si on prend ses origines, on aura un super combat afro-africain. Nigeria contre Cameroun. Oh, si tu le prends comme ça, oui. Oui. Son papa, il est nigérian. Irlandais, sa maman est nigériane. Le garçon, il est né en 86 à Watford en Angleterre, mais il a été vivre une grande partie de son enfance au Nigeria. C'est vrai. Il est retourné là-bas, mais il retourne très souvent au Nigeria. Et voilà, excuse-moi, mais les Africains, nous, on a envie d'avoir quand même... Alors imagine, on a un Nigérian qui est un énorme champion. Un Camerounais. On a un Camerounais qui est extraordinaire. Un Congolais bientôt. Un Congolais, Bacolé Martin. Donc, en Afrique, ça commence à... ça commence à bouger. Pas n'importe qui. Absolument. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil pour nos amis africains qui nous suivent beaucoup. Et nos compatriotes, mes compatriotes. Je ne sais pas si tu es un petit peu... Africain. Dans l'âme, un petit peu dans la tête. Un petit peu. Tu viens pas un peu de Sicile? En tout cas, ça va être un combat vraiment formidable. Moi, je pense qu'il est très intéressant, ce combat, de par l'aspect physique et les caractéristiques de boxeur des deux, mais aussi par leur vie. Parce que Joshua a une vie, allez vérifier, il a eu beaucoup de difficultés dans son enfance, il a eu des mailles à partir. À l'âge de 18 ans, il est rentré, c'est tard, en boxe, et 4 ans après, il était champion olympique, après avoir été vice-champion du monde en Azerbaïdjan et champion du Commonwealth. Tout ça en 4 ans. C'est quelque chose de phénoménal. Et il rencontre un autre phénomène qui est Ngannou. Qui a eu un chemin absolument qui a 26 ans, qui rentre, il va à l'UFC, il fout l'UFC dehors, il se bat avec le Dana White, ou je ne sais pas comment il s'appelle, le patron, et il le plaque, et il va signer à l'autre, PFN. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va rencontrer le top du top, et maintenant le deuxième top du top. Ouh là là. Bon, laisse-en un peu pour la prochaine fois. Si tu donnes tout... Non, mais voilà, franchement, il faut y aller, il faut regarder ce combat, il ne faut pas l'oublier.